parti. Voilà. Maintenant, moi, je vais rentrer maintenant dans la politique actuelle de ce qui se passe dans mon pays. Honnêtement, moi, que ce soit 4e mandat, que ce soit 3e mandat, que ce soit 2e mandat, moi, je veux la stabilité pour mon pays. Et ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest en ce moment, où, comme étrangement, il y a des personnes qui ont pris des armes, qui ont fait des coups d'État militaires juste à côté de nous, ils se donnent des mandats illimités, ça dérange aucun Africain, mais quelqu'un qui propose un programme de gouvernement, qui fait l'effort de stabiliser son pays et tout, et qui souhaite vraiment aller confronter ses adversaires dans les urnes, on trouve que c'est pas normal. Moi, je veux la stabilité pour mon pays. Et celui qui est là en ce moment, la stabilité, elle est garantie. Et nous, on avance. Bon, on nous parle de dette, Honnêtement, moi, je dis une chose. On était énormément en retard sur énormément de choses, les infrastructures, tout ce qui va avec. Mais l'urgence était là. Soit on reste là et on fait rien, mais l'urgence était vraiment de tout mettre à plat, au fait, et de rebondir. Et actuellement, on a super bien rebondi. Maintenant, si on nous dit que la dette, on ne peut pas la rembourser, là, je peux vraiment craindre. Mais la dette, on peut la rembourser parce que, voilà, on génère de la richesse. Et voilà, il y a des pays. Moi, je ne sais pas, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des top 10 des pays les plus endettés au monde? Je dis non. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des top 10 des pays, des top 20 des pays les plus endettés au monde? Moi, je dis non. Mais on s'en sort. On réussit à payer nos fonctionnaires, on réussit à faire nos infrastructures, on réussit à avancer. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Bon, nous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Maintenant, honnêtement, moi, j'ai rien contre les frères africains d'à côté qui veulent absolument. Parce que, vous savez, moi, je dis toujours, la Côte d'Ivoire, voilà, moi, je considère la Côte d'Ivoire un peu comme, voilà, quoi, un pays vraiment où tous les regards sont braqués dessus. Bon, la candidature de Ouattara suscite énormément de débats, contrairement à la candidature de Paul Biya. Okay. Quand vous dites que je m'en fous du nombre de mandats, pour moi, ça me fait rire. Je m'en fous du nombre de mandats, je veux la stabilité. Voilà, parce que le président qui est là actuellement, il donne la stabilité au pays. Ah, d'accord. Donc, dites-nous, vous êtes démocrate ou pas? Parce que c'est vous qui dites que vous êtes démocrate. Donc, dans la démocratie, là, on s'en fout du nombre de mandats, on s'en fout. Comme celui qui est là, comme depuis qu'il est là, il y a la stabilité, donc on s'en fout. Donc, on oublie maintenant les règles démocratiques, les règles même que la Constitution a éditées, on laisse ça, et puis on le laisse au pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Mais monsieur, moi d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous poser la question. C'est quoi la stabilité? La stabilité même dont vous parlez, c'est quoi? Il faut commencer par nous définir la stabilité. Et puis, vous allez nous prendre le cas de la Côte d'Ivoire, si vraiment c'est un pays qui est stable. Parce qu'un pays dans lequel on vient casser les maisons des gens sans dédommagement, c'est pas un pays qui est stable. Monsieur, un pays dans lequel un seul individu possède ACD, c'est-à-dire les titres fonciers, de tout un village, tout un quartier, presque toute une ville, lui seul, avec des documents falsifiés qui ont été démontrés par A plus B, par un député de la nation, Assané Tiomoko, et il a fait toutes les preuves, il fait même des panels, il envoie ça au Parlement, on parle de ça, et jusqu'à présent, il n'est pas arrêté, et le monsieur se promène comme ça, mais plutôt, on arrête ceux qui critiquent. Monsieur, ça, c'est pas la stabilité. Parce que la stabilité commence par la justice. Il n'y a pas de stabilité sans justice. Or, ce qui se passe là, c'est tout sauf la justice. Dites-nous un peu, monsieur. Quand vous parlez de stabilité, donc ça veut dire que si tout de suite, lui qui est au pouvoir actuellement, Dieu le rappelle à lui, donc la Côte d'Ivoire va tomber dans un désordre pas possible, ça sera la chienlit en Côte d'Ivoire. Ou bien êtes-vous en train de nous dire que si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, alors vous n'accepterez pas qu'il y ait la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de dire en réalité. Vous êtes en train de faire comprendre aux Africains aujourd'hui et au peuple du monde que c'est parce que lui il est au pouvoir que vous laissez le pays tranquille comme ça. Sinon, le jour qu'il n'est plus au pouvoir, vous allez tout gâter. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Et c'est une réalité. Parce que quand il n'était pas encore au pouvoir, vous avez déstabilisé le pays. Donc, vous ne déstabilisez plus le pays parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, dites-nous plutôt que c'est parce que lui, il est au pouvoir que vous avez arrêté de déstabiliser. Si c'est ça, on va comprendre. OK? En ce moment, on est d'accord avec vous. Parce que celui qui déstabilise, s'il vient te dire que voilà pourquoi lui déstabilise, toi qui ne déstabilises pas là, tu vas discuter pourquoi. C'est une information que tu nous donnes. Donc, nous, on va enregistrer. On sait maintenant que c'est parce que lui, il est au pouvoir que vous ne déstabilisez plus le pays. Donc, vous trouvez que le pays, il est stable. Mais le jour que lui ne sera plus là, alors vous allez reprendre les armes pour déstabiliser le pays. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Sinon, si ce n'est pas ça, comment quelqu'un qui réfléchit peut dire que l'individu qui est là, lui, il est là, il a la stabilité, il ne faut pas qu'il quitte. Donc, lui, il ne va jamais mourir. Jésus-Christ même, il est mort. Mahomet même est parti, il est mort. Ceux qui ont mis Mahomet au monde, ils sont morts aussi. Rapidement, comme j'ai été interpellé, merci beaucoup, la sœur. En fait, très honnêtement, je ne vais pas forcément dire qui je propose, parce que ça reste personnel, mais si c'est Tidjane Thiam, je ne le propose pas du tout. Voilà, ça c'est, voilà, ce n'est pas à débattre. C'est quelqu'un qui a été dans les grandes institutions banquières à l'international. Mais moi, j'ai une seule question. À chaque fois qu'on cite son nom, oui, c'est bien. Mais quel talent africain tu as pu pousser aussi pour qu'il soit vu par ces gens-là par ces gens-là ici, voilà, je sais pas comment on dit, mais voilà, il parle de beaucoup de choses. Pourtant, voilà, lui-même, c'est le même système finalement, si on peut dire ça comme ça. C'est pas quelqu'un qui se mouille sur des débats brûlants aujourd'hui. Quelle est sa position face à l'AES? Quelle est sa position sur l'envie aujourd'hui des jeunes d'avoir un nouveau système? Les jeunes ne sont plus intéressés par la politique, et ça c'est valable dans tous les pays, parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. Par contre, ils regardent bien ce qui se passe dans l'AES. Et ce qui se passe dans l'AES est un modèle pour eux, parce que ça sort de tout ce qu'ils ont toujours vu comme système. Et moi, je suis plutôt pour cette réflexion-là. Réfléchissons ensemble pour aller vers quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, que ce soit Thiam, que ce soit tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'échiquier politique ivoirien, très honnêtement, je ne vois pas qui peut vraiment porter ces sujets-là. Mais bon, ça c'est aux Ivoiriens de décider. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la quoi la banette, tu dépasses la trentaine et tu n'es jamais sûr de rien. Et si autant ils ont vraiment développé, est-ce qu'on a besoin de parler d'autant de migrants? Et aujourd'hui, dans tous ces pays-là, il y a tellement de jeunes qui veulent voyager. Et c'est ce qui se passe. Et que personne ne vienne me dire ou bien nous dire qu'il y a d'autres leaders compétents, c'est faux. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir verrouillent tout simplement. C'est ce que moi je peux dire. Eux osent même dire que l'appel du devoir transcende là. Non. C'est du mépris envers le peuple. Ce n'est pas un appel du devoir, c'est un appel du confort, du pouvoir, de la peur du changement. Moi, je choisis Laurent Gbagbo parce que dans cette mer de silence et d'hypocrisie, il est encore le seul à incarner une pensée sociale. Le social que le peuple a besoin. C'est un peu ce que moi j'ai vu et comment on appelle. Et j'ai lu un peu à la lecture de sa gouvernance ou bien de ses idéaux. L'avenir, je pense qu'on ne doit plus se bâtir sur la longévité d'un homme au pouvoir, mais sur la dignité d'un peuple à se choisir librement son avenir. Comment pour une élection, bon, tout le monde a des problèmes. Et puis, ce sont les candidats qui arrangent le pouvoir en place que ça va bien. Et moi, ça me pose un problème. Manlo Del Rio, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Bon, j'ai aussi fait la Côte d'Ivoire et je pense que le grand frère est rentré dans des détails dans lesquels il faut beaucoup nuancer les choses. Alors, je tiens à préciser une chose. Hein. Je ne suis pas
Je ne suis ni RHDP, ni pro-Gbagbo. Je suis un Béninois, mais je connais bien la Côte d'Ivoire. Juste pour nuancer les choses. Gbagbo a été président 10 ans. Il y a eu une guerre et effectivement, ça a été compliqué de gouverner. En revanche, ce qui s'est passé dans le Sud, on l'a tous vécu. C'est sous Gbagbo qu'il y a eu ce qu'on a appelé les escadrons de la mort, les jeunes patriotes qui faisaient l'amalgame entre les supporters du RDR auparavant et les étrangers. Et je vous dis, certains ressortissants de la CEDEAO ont été attaqués, dont les commerces ont été attaqués par les gens de Gbagbo dans le temps. Je ne dis pas que Gbagbo est méchant, non. Il faut bien faire la distinction, il faut bien faire la nuance. Effectivement, on peut louer, c'est salutaire le fait qu'il y ait eu le forum de la réconciliation nationale, tout ça, parce que chacun a pu prendre la parole et dire ce qu'il pensait. Mais attention, ça a été à double teinte aussi, parce que des gens qui étaient proches de Gbagbo en ce moment-là sont montés au créneau. J'oublie le nom du monsieur. Ce monsieur est monté au créneau lors de ce forum de réconciliation en disant « Nous nous éloignons de ce pourquoi les Ivoiriens nous ont mis au pouvoir. Laissons ces histoires de nationalité avec monsieur Ouattara, etc., etc. et rentrons dans le vif du sujet en apportant des solutions aux Ivoiriens. » Ce monsieur a été tué quelques mois après. Ce monsieur s'est retrouvé assassiné sous un pont quelques mois après. Un célèbre comédien H. Non, un comédien H. Il s'appelait H. C'était un comédien. Lui aussi, il habitait la commune de Yopougon où j'habitais. Ce monsieur a reçu la visite de soi-disant militaires et le lendemain, son corps a été retrouvé sous un pont. Tout ça, c'était sous le régime Gbagbo. Donc, il faut dire des deux côtés. Moi, la ligne que je défends, c'est des gens qui sont très âgés. Et quand je vois des jeunes se donner corps et âme, aussi bien à Gbagbo qu'à Ado, je me pose des questions. C'est des gens qui ont plus de 80 ans. Il faut passer à autre chose. Effectivement, il y a une autre vague aujourd'hui. La vague panafricaniste, etc., etc. Et c'est vers là qu'on tend. C'est une très bonne chose. Mais il faut le faire avec des gens moins âgés et des gens qui ont quand même qui savent faire la part des choses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est très bien. Aujourd'hui, j'entends parler mes chers frères pro-Gbagbo, je les entends parler de panafricanisme, mais hier, c'était pas ça. Il y a encore des vidéos de Blé Goudé disant aux jeunes que si les soldats béninois, si les soldats nigérians de la CEDEAO viennent ici, nous allons leur répondre. Mais l'amalgame était fait directement. Dès qu'on avait un voisin qui était de la CEDEAO, on le regardait en chien, on le regardait directement comme un ennemi. Donc il y a eu aussi ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Personne n'est bon, personne n'est méchant. Nous avons aujourd'hui, les jeunes ont une nouvelle ligne. Et je pense qu'il faut faire émerger d'autres leaders qui vont essayer de dépassionner ce problème-là en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Cameroun, c'est complètement un autre cas. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir depuis, je dirais, pratiquement les années après les indépendances. Je ne sais pas en quelle année précisément, mais lui, il est là depuis près de 40 ans au pouvoir, si je ne me trompe. Parce qu'il a pris le pouvoir à 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir. En 82. 43 ans au pouvoir. Et quand je vois la plupart des intellectuels camerounais, c'est des gens qui sont très brillants. Mais je n'arrive pas à comprendre comment dans ces pays-là, aucune voix n'émerge, aucune voix. Aujourd'hui, le principal opposant, c'est quelqu'un qui a fait partie du système. Voici des questions auxquelles on doit pouvoir répondre et on doit vraiment se poser des questions.
Et je trouve ça vraiment dommage parce que à plus de 80 ans, se présentant encore pour un autre mandat, ça veut dire que franchement, c'est autant de questions qu'on pourrait se poser. Mais pour le souci de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment faire la nuance. Aujourd'hui, c'est complètement nouveau. Je dis pas que tout est parfait, mais attention, avant, il y a eu aussi un gouvernement et il y a eu beaucoup de choses. On n'oublie pas les déchets toxiques, on n'oublie pas plein de choses. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et je peux vous dire que de mon chemin de la Côte d'Ivoire au Bénin, quand je quittais en 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en mars 2011, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que j'ai la nationalité béninoise et sur le chemin du retour au pays, très honnêtement, les gens de Gbagbo nous ont fait voir de toutes les couleurs. Mais je ne leur en tiens pas rigueur parce qu'il y avait un contexte aussi à ce moment-là. Donc, il ne faut pas dire que Gbagbo est le bon et Ado le méchant. Chacun a ses défauts, chacun a pu gouverner. Les Ivoiriens peuvent en juger. Mais effectivement, si je dois me prononcer sur un 4e mandat, etc., moi, je suis contre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à... Ah, ok, rapidement, oui. Après, on va donner la parole à l'Ivoirien. Oui, vas-y pour ta motion, oui. Oui, en fait, quand je parlais du président Gbagbo, j'ai bien dit, ils n'ont pas donné le temps à ce monsieur de diriger la Côte d'Ivoire. Donc, quand on va rentrer dans le fond, donc, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à l'époque de Gbagbo, il y a aussi les rebelles qui ont tué, hein, qui ont déjà aussi, je vais coder le mémo à cause de Tito, qui ont déjà aussi les gens à Abidjan. Qui a tué Émile Bougadoudou? Vous pensez que c'est le camp Gbagbo qui a tué Émile Bougadoudou? On peut se lever et tuer son ministre de l'Intérieur comme ça? J'étais là. J'étais aux 2 plateaux. Le jour, ils ont tiré. J'étais aux 2 plateaux. J'étais pas loin de l'école de police. Hein. Ils ont tué Émile Bougadoudou. Ceux qui ont tué Émile Bougadoudou, ce n'est pas le camp de Gbagbo. Ça, c'est un fait. Bon, pour Guy Robert, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé puisqu'on tue un ancien président comme ça, le jeter dans la rue avec sa femme et ses domestiques. Donc ça, mais Émile Bougadoudou, moi j'ai entendu des gens dire que c'est le camp Ouattara. Bon, à l'époque, ce n'était pas le camp Ouattara. C'est les rebelles qui ont fait ça. Donc, il ne faut pas jeter l'eau sale sur Gbagbo sur ce côté-là. Bon, ce qui s'est passé à l'interne de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était divisée en 2, il ne faut pas oublier ça. Hein. Et Gbagbo dirigeait seulement le sud de la Côte d'Ivoire et l'ouest. Le nord était dirigé par les rebelles. Il ne faut pas oublier ça. Et le nord alimentait le sud. Tout était bloqué. Mais avec ça, Gbagbo a pu gérer la Côte d'Ivoire, payer les fonctionnaires. Il ne faut pas oublier tous ces détails. Parce que si on va rentrer dans le fond, Gbagbo, c'est le meilleur président en Afrique. Parce que nulle part dans un pays où le pays est divisé en 2, et nous tous, on sait que le nord de la Côte d'Ivoire alimente beaucoup le sud. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pays doit être paralysé. Mais il a tout fait pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour diriger la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu des marchandises qui transitaient par le port de San Pedro. Parce que c'est par le port de San Pedro que le café cacao transitait beaucoup. J'étais à Soubré, j'ai vu des marchandises. Mais au Gbagbo, malgré qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, les 10 ans de Gbagbo, le port de San Pedro fonctionnait H24. Cacao de Soubré, bio, partout. Ici, il y a partout. Ça transitait par le port de San Pedro. J'ai vu le bois aussi. Tout marchait bien. Il a tout fait pour payer les fonctionnaires. En tout cas, moi, j'ai vu Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire à sa manière, malgré que le pays est divisé en 2. Donc,
monsieur, je ne suis pas contre, mais je ne défends pas Gbagbo. Mais j'ai vécu la gouvernance de ce monsieur. C'est pourquoi je disais que Gbagbo était le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai bien compris. Juste 30 secondes. En fait, je comprends bien la démarche. Je comprends bien. Je dis juste qu'il faut faire une nuance. Et puis, parlant des richesses de la Côte d'Ivoire, tout le monde est unanime là-dessus. Hein. Les parties les plus riches de la Côte d'Ivoire sont dans le sud, principalement. Dans le nord, effectivement, on a des mines, des choses comme ça. Mais les parties les plus riches sont dans le sud. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est le deuxième, en tout cas le deuxième port, en tout cas dans le temps, c'était le deuxième port le plus prolifique en termes de trafic en Afrique. Donc tout ça, voilà. Il n'y a pas de problème, j'ai bien compris ce que vous dites, mais j'apporte juste une nuance pour essayer de... Voilà, oui, je comprends, mais on ne peut pas rentrer dans le fond parce que... C'est ça, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ok, donc... Ah, ok, Georgia aussi avait une motion, oui. Georgia, vas-y rapidement, oui. Oui, merci beaucoup. Je suis même très contente que mon frère chinois est là. Vous allez savourer la bonne parole. Il faut lécher un chinois. Fais comme si c'est chez toi ici. Il ne faut même pas mettre frein. Voilà, je voulais dire au frère Manu que moi, quand j'analyse un peu parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, voilà, les frères ivoiriens vont venir ici nous dire, ouais, c'est notre président. Bon, vous savez, il n'y a pas de peuple, comme les dictateurs le disent. C'est ce qu'on leur dit de dire, c'est ça ils vont dire. Et malheureusement, dans nos pays, on est encore à ce niveau. Et quand on analyse un peu le Gbagbo, qui n'était pas quand même anti-France comme les panafricains l'auraient voulu, parce que ici, dès que tu parles, tu attaques les panafricains et tout. Mais quand même, on préfère celui-là quand même qui nationalise, tu vois, qui pense un peu aux intérêts du pays premièrement, plutôt que d'installer, de donner place à ces pays-là qui ont gardé avec nous les relations impérialistes, tu vois. Nous, on veut ces pays-là dehors. On dit non à la présence de l'armée étrangère sur nos terres. Et je pense que je me souviens du 43e Bima et de comment les booms ont commencé en 2011 et comment les Ivoiriens, habits attachés sur la tête, ont couru pour rentrer chez nous avec la fête d'ivoirienneté, du tribalisme pur. Et on avait même des frères congolais qui sont rentrés. C'était, il y a par exemple Lokouya qui passait de là pour témoigner comment il a subi la xénophobie avec le tribalisme qui était bien nourri par certaines personnes qu'on connaît très bien. Tu n'es pas burkinabé, non, tu n'es pas ivoirien, ceci, cela, et vous vous êtes entretués et tout. Mais bref, quand on en voit aujourd'hui le pays qui est à plus de près de 60%, 59,4 je crois, de dettes publiques quand même, c'est énorme. Et les Ivoiriens sont toujours en train de se jeter au fond de la mer et tout. C'est honteux quand même de vouloir conserver ça. Mais Mano, lui, ne veut ni l'un ni l'autre apparemment. Il veut un nouveau système. Mais apparemment, je sais pas, quand je vois les 1-2 généralement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le troisième qu'on propose, c'est Tidiane Diaye. Que Tidiane, comment il s'appelle, l'autre Sénégalais qui veut se faire passer pour une Ivoirienne, Tidiane Thiam, voilà. Enfin, c'est ce que moi je pense, c'est ce que je pense, et je ne veux même pas discuter de ça. Moi, je pense que Tidiane Thiam, qui fait déjà appel aux institutions internationales sans même monter au pouvoir, alors que les institutions internationales sont l'universalisme qu'on combat en bonne et due forme, je pense qu'il sera encore 10 fois pire que ceux qui sont là. Donc, je ne sais vraiment pas ce que tu proposes, Manu, puisque les deux sont mauvais. C'était ma motion. Qu'est-ce que tu penses? Bon, rapidement, comme j'ai été interpellé, merci beaucoup, la sœur. En fait, très honnêtement, je ne vais pas forcément dire qui je propose, parce que ça reste personnel, mais si c'est Tidiane Thiam, je ne le propose pas du tout. Voilà, ça c'est, voilà, ce n'est pas débattre. C'est quelqu'un qui a été dans les grandes institutions banquières, à l'international, mais moi j'ai une seule question à chaque fois qu'on cite son nom. Oui, c'est bien, mais quel talent africain tu as pu pousser aussi pour qu'il soit vu par ces gens-là par ces gens-là ici, voilà, je sais pas comment on dit, mais voilà, il parle de beaucoup de choses.
Pourtant, voilà, lui-même, c'est le même système finalement, si on peut dire ça comme ça. C'est pas quelqu'un qui se mouille sur des débats brûlants aujourd'hui. Quelle est sa position face à l'AES? Quelle est sa position sur l'envie aujourd'hui des jeunes d'avoir un nouveau système? Les jeunes ne sont plus intéressés par la politique et ça c'est valable dans tous les pays parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. Par contre, ils regardent bien ce qui se passe dans l'AES. Et ce qui se passe dans l'AES est un modèle pour eux parce que ça sort de tout ce qu'ils ont toujours vu comme système. Et moi, je suis plutôt pour cette réflexion-là. Réfléchissons ensemble pour aller vers quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, que ce soit Thiam, que ce soit tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'échiquier politique ivoirien, très honnêtement, je ne vois pas qui peut vraiment porter ces sujets-là. Mais bon, ça c'est aux Ivoiriens de décider. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On va permettre à l'Ivoirien de prendre la parole, quelqu'un qui porte le nom, l'Ivoirien. Et après ça va être le Chinois. Ok, oui, l'Ivoirien, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Je suis content de participer au panel et c'est ma première fois. Et voilà, les sujets ici, honnêtement, m'intéressent parce qu'il s'agit de mon pays. Oui, au fait, j'ai entendu, je pense, OBVA, au fait, tout à l'heure, donner son point de vue sur mon pays. Et bon, j'ai quand même trouvé un peu étrange quand il s'est agi de qui a tué Bogadoudou. Tout de suite, il a donné un avis, mais quand il s'est agi de Gueye Robert, il a dit non, lui, il sait pas. Alors que bon, voilà, on sait tous, voilà, il y a l'ancien aide de camp de Madame Simone Gbagbo qui a avoué, il y a eu un procès dans ce sens, on sait qui a tué Gueye Robert, l'ancien président. Et je pense que quand on veut faire un débat, il faut être équilibré. Donc voilà, ça participe vraiment de l'honnêteté du débat. Bon, j'ai entendu ma soeur tout à l'heure dire que Gbagbo, voilà, il aurait nationalisé, lui, avec lui. Mais moi, je sais une chose. Lors de la campagne présidentielle de 2010, même Ouattara avait relevé cela, la campagne présidentielle de Gbagbo avait été gérée par une société française. Alors que la campagne présidentielle de Ouattara avait été gérée par des Ivoiriens. Et ça, Ouattara l'avait relevé, au fait, lors de la campagne. Pour dire, voilà le monsieur en face. Moi, il me traite d'appartenir aux Français, d'être le pion des Français. Mais par contre, il traite avec les Français. Et moi, par contre, je donne du travail aux Ivoiriens. Vous voyez, bon, j'ai aussi entendu dire que oui, la Côte d'Ivoire est certes riche, mais des Ivoiriens vraiment vont se tuer dans la mer. Bon, moi, j'aimerais vraiment dire ceci. Franchement, honnêtement, la Chine est un pays hyper développé, mais les Chinois, ils viennent jusqu'en Afrique. L'Algérie est un pays très développé, mais les mêmes Algériens, moi je suis en France, ils sont vraiment en tas ici en France. Les Marocains, ils sont très développés et les Marocains aussi traversent la mer comme certaines personnes le font. Et pour traverser la mer, moi je ne l'encourage pas. Mais malheureusement, il y a des facteurs familiaux qui font que il y a des personnes qui veulent vraiment, quand on est né, et qu'on a la notion d'aller vraiment les voir ailleurs, dans un autre pays, quel que soit. Il y en a même qui vendent leur héritage. Moi, je prends l'exemple d'un jeune dans mon village. Il a vendu tous les hectares de ses parents et il est allé se positionner en Tunisie. C'est des millions. D'abord, il a tenté avec des visas et consorts, il ne réussissait pas. Il allait, est-ce qu'on peut en vouloir à l'État de laisser partir quelqu'un qui a mis dans sa tête, qui veut vraiment partir en Europe, il ne laissait pas des visas, ça passe pas, et on lui montre d'autres circuits. Mais pour traverser la mer, là, il faut un budget. Et les Ivoiriens, comme chez nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, tout petit commerce, vraiment, ça donne. C'est-à-dire, celui qui veut vraiment s'en sortir peut s'en sortir, parce que Gbagbo même le disait, vous les Ivoiriens, vous marchez sur de l'argent partout, mais vous savez pas que vous marchez sur l'argent. Ça fait que ils ont le budget pour tenter l'aventure. Mais les autres, on parle moins d'eux parce que peut-être que c'est plus difficile pour eux de rassembler ce budget pour aller traverser la mer, comme on le dit. Voilà.
Maintenant, moi, je vais rentrer maintenant dans la politique actuelle de ce qui se passe dans mon pays. Honnêtement, moi, que ce soit 4e mandat, que ce soit 3e mandat, que ce soit 2e mandat, moi, je veux la stabilité pour mon pays. Et ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest en ce moment, où, comme étrangement, il y a des personnes qui ont pris des armes, qui ont fait des coups d'État militaires juste à côté de nous, ils se donnent des mandats illimités, ça dérange aucun Africain, mais quelqu'un qui propose un programme de gouvernement, qui fait l'effort de stabiliser son pays et tout, et qui souhaite vraiment aller confronter ses adversaires dans les urnes, on trouve que c'est pas normal. Moi, je veux la stabilité pour mon pays. Et celui qui est là en ce moment, la stabilité, elle est garantie. Et nous, on avance. Bon, on nous parle de dette, Honnêtement, moi, je dis une chose. On était énormément en retard sur énormément de choses, les infrastructures, tout ce qui va avec. Mais l'urgence était là. Soit on reste là et on fait rien, mais l'urgence était vraiment de tout mettre à plat, au fait, et de rebondir. Et actuellement, on a super bien rebondi. Maintenant, si on nous dit que la dette, on ne peut pas la rembourser, là, je peux vraiment craindre. Mais la dette, on peut la rembourser parce que, voilà, on génère de la richesse. Et voilà, il y a des pays. Moi, je ne sais pas, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des top 10 des pays les plus endettés au monde? Je dis non. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des top 10 des pays, des top 20 des pays les plus endettés au monde? Moi, je dis non. Mais on s'en sort. On réussit à payer nos fonctionnaires, on réussit à faire nos infrastructures, on réussit à avancer. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Bon, nous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Maintenant, honnêtement, moi, j'ai rien contre les frères africains d'à côté qui veulent absolument. Parce que, vous savez, moi, je dis toujours, la Côte d'Ivoire, voilà, moi, je considère la Côte d'Ivoire un peu comme, voilà, quoi, un pays vraiment où tous les regards sont braqués dessus. Bon, la candidature de Ouattara suscite énormément de débats, contrairement à la candidature de Paul Biya au Cameroun. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays phare. Maintenant, ceux qui veulent, moi je suis pas un pro-Gbagbo, parce que j'étais là-bas, c'est un peu à cause de Gbagbo que moi je suis rentré ici en France. Je vais vous donner un exemple simple. Bon, un jeune entrepreneur que je suis, je fais des voitures en location au niveau de la présidence de la République. Mais attends, pour nous payer, mais c'était pas... Voilà, parce que tous nos chauffeurs se retrouvaient sur le parking présidentiel, au fait, de la présidence, au fait, des voitures de location. Qu'est-ce qui se passait? Mais c'est les propriétaires de voitures proches du pouvoir avaient tout le temps des chèques, mais nous, on n'en avait pas. Et par contre, mes voitures tournaient tout le temps. Attends, une voiture, c'est pas un magasin. C'est-à-dire, il faut l'entretien, il faut payer le chauffeur, les chauffeurs, et ainsi de suite. On ne peut pas cumuler des bons pour nous dire non, oui, les temps sont durs, attendez. En temps, on a à côté d'autres personnes qui percevaient des 30 millions, des 40 millions, parce que les chauffeurs se parlent entre eux quand ils se retrouvent sur le parking de la présidence. Vous voyez? Donc après, je me suis dit, bon, attends, voilà, c'est pas une bonne affaire. Moi, je vends tout. Je pensais que c'est mon pays, j'aime bien mon pays. Bon, ok. Moi, je vends les voitures et puis je me casse d'ici. Voilà pourquoi un peu comme ça, je me suis retrouvé en France depuis 2008. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, oui, Laurent Gbagbo, honnêtement, il a fait ce qu'il pouvait, mais sous sa présidence, c'était vraiment pas facile. Il y a eu vraiment pas mal il y a eu de bonnes choses, et il y a eu aussi vraiment des trucs pas bien. Maintenant, à la sœur tout à l'heure, moi, j'ai rien contre, honnêtement, la France. Maintenant, moi, je vais poser une seule question à la sœur. Oui, la France dehors, c'est bien beau, mais j'ai une seule question. Je sais pas où elle vit, peut-être qu'elle vit en Afrique, ou elle vit en Europe. Mais par contre, vivant en Afrique, si moi je suis en Afrique ou si elle est en Afrique et qu'il y a un hôpital géré par des Français, c'est-à-dire on fait le choix, hôpital public géré par des Français et hôpital public géré par des locaux, si elle est malade, elle voudra aller se soigner où?
où est-ce qu'elle sera mieux prise en charge? Vous voyez? Donc, quelque part, on a besoin l'un de l'autre. Dire non, on ne veut plus de ça dehors, on sait un peu. Malheureusement, dans nos hôpitaux en Afrique, on a beau mettre, l'État met les moyens qu'il faut, mais bon, voilà, le professionnalisme manque et tout. Donc, quelque part, on peut se faire accompagner la main dans la main, mais dit désormais, oh, ouais, tout le monde dehors. Bon, honnêtement, moi, je suis ici, honnêtement. Si, par exemple, je dois postuler dans une société, s'il y a une société africaine dirigée par un Africain et une société dirigée par un Français, honnêtement, moi, je préfère aller postuler dans la société française parce que je suis convaincu d'une chose, mes droits seront respectés et tout ce qui doit me revenir me reviendra. Voilà un peu, quoi, moi, mon point de vue concernant maintenant sur le Cameroun. Sur le Cameroun, moi, je ne connais pas la politique du Cameroun, donc je ne pourrais vraiment pas me prononcer là-dessus. Ok, merci beaucoup. On va permettre le Chinois, vous pouvez prendre la parole maintenant. Après, j'ai une motion pour l'Ivoirien, après le Chinois. Oh, ok, oui, on va permettre, parce qu'il attendait ça fait un moment. Ok, allez-y, le Chinois, oui. Le Chinois va corriger. Le Chinois, il est Ivoirien aussi, donc il va corriger. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui donne la parole aussi en même temps. On ne vous entend pas bien. Vous m'entendez? Ok, c'est mieux maintenant. C'est beaucoup mieux, oui. D'accord. Donc, je salue tout le monde. Je salue Oba, Vie Africa, soit salué. Georgia, ma très chère sœur. Digne femme d'Afrique. Merci pour tout le combat panafricain. Je salue tout le monde. Salut, alors, chers frères et sœurs, c'est-à-dire, on dit les oreilles n'ont pas de porte. Donc, je ne vais pas vous demander si vous avez bien entendu ce que les deux personnes qui m'ont précédé viennent de dire. En fait, les gens veulent faire tout possible pour faire avaler ce que eux-mêmes, ils ont fabriqué et dont ils ont à eux seuls la formule magique aux personnes qui n'ont rien demandé. Voici des gens aujourd'hui qui parlent, ils se mettent même à choc dans les oreilles de ceux qui les écoutent, comme de très bons démocrates, comme de grands démocrates, comme des gens qui sont en train de dire des choses de démocratie. Pourtant, ces mêmes personnes-là, lorsque quelqu'un est allé aux élections et qu'il a gagné en 2000, ils n'ont pas voulu laisser celui-là gouverner. Même pas 1 an. Même pas 6 mois. C'est-à-dire, ils n'ont laissé la personne que 3 mois. 3 mois. Et ils ont commencé la déstabilisation du pays. Celui qui vient de parler tout à l'heure, là, monsieur l'Ivoirien, là, il dit que lui, il s'en fout du nombre de mandats. Il veut monsieur Alassane Ouattara parce qu'avec lui, il y a la stabilité. Ah, donc la stabilité vous plaît, monsieur. Quand la stabilité, c'est bon. Mais pourquoi vous avez attaqué Gbagbo en janvier 2001, alors qu'il venait d'être élu à la tête de la Côte d'Ivoire fin octobre? Donc, il n'a eu que novembre, décembre. Janvier 2001, vous avez déstabilisé son pouvoir, mais votre coup a échoué, le coup de la Mercedes noire. Donc vous aimez la stabilité et vous trouvez bien qu'il fallait déstabiliser celui qui est là. Et quand le monsieur a vu que vous avez tenté, mais ça n'a pas marché, il a préféré mettre son programme de société de côté et puis organiser un forum pour la réconciliation nationale en 2001. Et c'est lui qui a fait rentrer votre leader, M. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui l'avait mis en exil. Hein. C'est Bédié, Konan Bédié qui l'avait mis en exil. Et il a même fait rentrer Konan Bédié aussi, qui lui aussi avait été mis en exil par Robert Gueye. Et il a fait rentrer Robert Gueye qui avait fui le pouvoir après avoir fait un bain de sang en Côte d'Ivoire avec son unité spéciale appelée PC Crise, à la tête de laquelle il y avait Boka Yapi.
Monsieur, ce Laurent Gbagbo, là, c'est lui en 2001, moins de 1 an de son élection, il a organisé le Forum pour la réconciliation nationale. Il a fait rentrer tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire. Il a annulé les mandats d'arrêt que vous vous étiez lancés entre vous. Et il vous a fait rentrer. Mais c'était son péché. C'est-à-dire, vous qui aimez tant la stabilité, vous qui nous parlez comme si vous êtes des partisans de l'amour entre Ivoiriens, pendant que lui, il était en train de faire de l'amour pour vous faire rentrer là, vous êtes allé fomenter encore un second coup d'État, celui de 2002. Et la Côte d'Ivoire n'a pas pu se relever sous celui-là. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2010-2011. Monsieur, donc si vous aimez la stabilité, commencez à dire à ces Africains qui, au lieu d'aller dormir, qui sont fatigués après une dure journée de travail, mais pour leur amour pour l'Afrique, ils prennent de leur temps pour parler des questions de l'Afrique. Dites-leur que vous aimez donc la stabilité, mais en commençant par leur expliquer pourquoi vous aviez déstabilisé le régime de Gbagbo. C'est là qu'il faut commencer. Je vais vous rappeler quelque chose d'autre, peut-être que vous ne le savez pas. Et là, ça concerne surtout M. Mano. M. Mano, je peux comprendre. Vous avez commencé à dire que vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes béninois. Moi-même, je suis béninois aussi comme vous. M. Mano, je suis béninois aussi. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez cité des artistes tels que H, qui auraient été assassinés. Vous n'avez pas dit qu'il aurait... Vous n'avez même pas émis de doute. Vous avez dit, c'est sous le régime Gbagbo. Il a été assassiné. Donc pour vous, c'est Laurent Gbagbo qui l'a tué. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, il y a eu des procès en Côte d'Ivoire. Comme l'Ivoirien vient de vous le dire, il dit que il y a eu le procès de l'assassinat de Guéhi Robert et que c'est Seka Anselme qui a été emprisonné parce qu'il a assassiné Guéhi Robert. Et donc, il y a eu un procès. Mais, Mano, pourquoi tu ne demandes pas à l'Ivoirien pourquoi depuis 15 ans ils sont au pouvoir là? Ils n'ont pas fait le procès aussi pour nous dire que c'est Gbagbo ou bien Simone qui ont assassiné H. Et Gbagbo a fini, la CPI, il est rentré en Côte d'Ivoire, mais on ne l'a pas vu être interpellé par la justice ivoirienne par rapport à l'assassinat de H dont tu as parlé. Monsieur, ça dit quand vous dites des choses, il faut faire très attention. Ça fait 15 ans que le régime est là. Vous voulez parler de procès? L'Ivoirien, dites-nous, puisqu'on connaît maintenant, selon vous, l'assassin de Robert Guéhi, dites-nous, où est le procès de Boga Doudou? Il y a eu procès pour Robert Guéhi. Vous l'avez dit avec fierté, avec aise. Dites-nous maintenant, à quelle date en Côte d'Ivoire il y a eu le procès pour l'assassinat du ministre de l'Intérieur en fonction, Feu Boga Doudou, dont la tête a été explosée. Dites-nous, ou bien lui ne mérite pas d'avoir un procès. Si je peux avoir une motion après, oui. Non. Moi, je ne vous ai pas coupé, hein, donc il faut bien écouter. Patientez aussi. Prenez votre mal en patience et puis il faut bien écouter. Parlez aux gens avec le bon ton. Quand vous allez reprendre la parole tout à l'heure, là, préparez-vous à nous montrer le procès qui a jugé les assassins de Boga Doudou. Parce que c'est pas lui, ce n'était pas un kamikaze. Hein. Il n'a pas mis une grenade sur sa tête pour la faire exploser lui-même. Hein. C'est des gens qui lui ont fait ça. Donc son procès est à quel niveau? Vous allez nous dire ça aussi, monsieur, tout à l'heure. Donc cherchez vos arguments. Je poursuis pour dire quoi? Le monsieur dit, il n'y a pas de panafricains en Côte d'Ivoire, parce que selon lui, tous ceux qu'on a vus là, ce n'étaient pas des panafricains. Tout à l'heure, j'étais remonté, mais j'ai voulu répondre à la personne. Et puis bon, il y avait beaucoup de monde, donc je suis descendu pour régler un problème rapidement. Mais je vais répondre à ça rapidement. Quand des gens parlent, et puis ils veulent parler des Blé Goudé et tous ceux-là qui n'étaient pas des panafricains. Monsieur Mano, est-ce que Blé Goudé, là, vous savez qu'il n'a jamais été FPI, il n'a jamais été du parti de Laurent Gbagbo. Je ne parle pas du parti qui est actuellement, PPACI, je parle du FPI de 2000, qui a amené le Gbagbo au pouvoir.
Blé Goudé n'a jamais été membre du FPI. Blé Goudé a créé lui-même son propre mouvement, qui est aujourd'hui devenu son parti politique, qu'on appelle COGEP. Vous connaissez le COGEP? Le COGEP, là, c'était le Congrès des jeunes panafricains. D'accord? Et ça a été créé pendant le régime Gbagbo. Blé Goudé était du COGEP. Et eux, c'était des jeunes panafricains, les Blé Goudé, là. D'accord? Donc, ne dites pas qu'ils ne sont pas panafricains. Le fait de dire que notre pays est victime d'un complot international, avec la complicité des institutions sous-régionales telles que la CEDEAO. Et donc, nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne voulons pas voir ECOMOG venir prêter main forte à l'armée française et à l'ONUCI pour déstabiliser davantage le peu qui reste de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez que ça, c'est ne pas être panafricain. Parce que selon vous, il a dit qu'il ne veut pas voir des soldats d'autres pays africains en Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas panafricain. Ça dit quand vous parlez, là, je ne sais même pas comment vous voyez les choses, hein, monsieur. Mais peut-être qu'il va falloir que vous preniez le temps pour bien réfléchir à ces questions-là. Les gens dont vous parliez, là, est-ce que c'était des commerçants comme vous? Ou bien c'était des touristes africains comme vous? Ou bien de simples Africains qui sont allés en Côte d'Ivoire pour se chercher? On parle des militaires, des gens qui vont pour faire la guerre. Ils viennent avec leurs armes. D'accord? Ils viennent dans quel cadre? Est-ce que vous connaissez même le régime de déplacement d'un militaire? Il faut vous renseigner d'abord. Au Bénin, là, l'armée de Patrice Talon, là, quand un militaire veut sortir du pays, il ne peut pas le faire sans autorisation de l'état-major. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne se déplacent pas comme les autres. Ce ne sont pas des civils. Donc, quand ils vont dans un pays, ils vont, surtout qu'ils sont en nombre comme ça, c'est dans le cadre d'une mission. Donc, les militaires venant des pays africains dont vous parlez là, ils allaient en Côte d'Ivoire dans quel cadre? Moi, je vous pose cette question-là. C'était quoi leur mission qu'ils partaient accomplir en Côte d'Ivoire? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les gens partaient dans le cadre de l'ECOMOG. Et les Ivoiriens ont dit non. On ne veut pas. Parce que déjà en Côte d'Ivoire, il y a la licorne. Il y a l'ONUCI. Il y a toutes ces forces étrangères. Mais ça ne met pas fin à la rébellion. Ça ne met pas fin aux tueries. Les gens continuent d'être massacrés dans les villages. Guy Trozon a disparu. Il y a des villages qui ont disparu de la carte de la Côte d'Ivoire, à l'ouest. Des bébés ont été calcinés, jetés dans le feu. Vous imaginez? Vous parlez gros français sur panel là. Des femmes ont été éventrées. Monsieur, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez regardé la vidéo des gens qu'ils ont attrapés pour égorger, pour dire sacrifice humain, et dont ils ont bu le sang en faisant des rituels? Vous avez vu ça? C'est pas sous la zone Gbagbo, hein? C'est dans les zones rebelles que ça s'est passé. Monsieur, si vous ne le savez pas, les vidéos existent. Sur YouTube, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, on parle d'un contexte où les gens sont en train de se faire massacrer avec des militaires, en réalité, qui sont des mercenaires, qui se comportent comme de vrais terroristes. Parce qu'en ce temps-là, c'était du terrorisme. Mais en Afrique de l'Ouest, on ne parlait pas de terrorisme en ce moment. Ce n'est qu'après que les gens commençaient à parler de terrorisme avec l'apparition de Boko Haram au Nigeria. Bien longtemps après. Sinon, les actions que les gens menaient, leur mode opératoire, mais ça n'a rien de différent des modes opératoires qui se passent dans l'AES et dans les pays qui sont en proie au terrorisme, monsieur. Et dans ce contexte-là, un jeune patriote, il dit que nous, on ne veut pas que ces gens-là viennent pour encore amplifier le malheur des Ivoiriens. Et vous trouvez que le fait de le dire là, alors il n'est pas panafricain. Ou bien vous ne savez pas ce que ça veut dire panafricain. Mais pour vous, être panafricain là, il faut se taire, les gens vont venir amplifier la rébellion chez vous, ils vont vous massacrer, et puis vous vous taisez, vous êtes contents comme des moutons. C'est ça être panafricain? Monsieur, détrompez-vous. Vous dites quoi? Que comment on appelle ça? Laurent Gbagbo ne payait pas vos factures. Monsieur, vous dites que vous étiez un opérateur et que si vous êtes allé en France, c'est parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, vos factures n'étaient pas payées. Ah, d'accord. Et que les gens vous disaient que vraiment les temps sont durs. Mais quand eux, ils disaient que les temps sont durs, c'est faux.
L'État était dur. Le pays était divisé en deux. Les impôts de la zone rebelle, qui d'ailleurs était la plus grande partie du pays, ne venaient pas dans les caisses de l'État. Les gens qui étaient dans la zone rebelle ne payaient pas les factures d'eau et d'électricité. Et c'est la France qui encaisse les factures d'eau et d'électricité. Et la Côte d'Ivoire était obligée de payer les manquants aux mains de la France. D'accord? Le déficit là, il fallait combler ça. Et en plus de cela, messieurs, vos factures dont vous parlez là, lorsque Laurent Gbagbo quittait le pouvoir, la dette intérieure de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les fournisseurs de l'État là, ce que l'État ivoirien leur devait, c'était 1400 milliards de francs CFA. 1400 milliards de francs CFA. 10 ans dont vous parlez au pouvoir, là, quand il partait, l'État ivoirien devait aux fournisseurs de l'État 1400 milliards. Mais monsieur, dites-moi aujourd'hui, l'État ivoirien doit combien aux fournisseurs de l'État? En dette intérieure, s'il vous plaît. Je ne parle même pas de dette extérieure d'abord. Il n'y a pas d'intérieur. L'État ivoirien actuellement doit combien? 11 000 milliards. D'accord? 11 000 milliards. Les gens ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Et vous voulez parler de quoi? Vous n'avez rien fait de plus. Vous n'avez rien apporté de plus. Et même le régime de Gbagbo avant de partir, il a tout fait pour atteindre le PPTE, monsieur. Et vous avez bénéficié des fonds du PPTE pour pouvoir relancer l'économie ivoirienne. Mais malgré ça, vous n'avez même pas réglé encore les dettes, les 1400 milliards des gens là, mais vous avez augmenté. C'est passé à 11 000 milliards actuellement. C'est plus que le budget de plusieurs pays en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Donc, quand vous voulez parler de certaines choses-là, si vous n'aimez pas quelqu'un, ou bien si vous supportez votre candidat, c'est tout à fait normal. Vous avez le droit de supporter qui vous voulez. Mais ne cherchez pas à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et prendre surtout de faux prétextes. Vous avez parlé de quoi? Escadron de la mort. Et là, je viens sur M. Mano. Vous dites escadron de la mort. Qu'il y avait les escadrons de la mort. Les escadrons de la mort ont fait ceci, ils ont fait cela. Bon, moi, je vous pose la question. Quel était le mode opératoire des escadrons de la mort dont vous parlez, monsieur? Et puis, dites-moi, quel est le mode opératoire des encagoulés, ceux qu'on appelle les encagoulés actuellement à Abidjan là-bas, là. Ceux qu'on voit qui vont enlever des pères de famille, qui enlèvent les femmes, qui font disparaître les gens en Côte d'Ivoire, actuellement là. Entre eux et puis ceux que vous avez appelés escadrons de la mort, là, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ne me dites surtout pas qu'ils n'existent pas, hein? Sinon, ça serait de la mauvaise foi. Donc, je vais vous dire quoi, chers frères africains. En réalité, ce que les gens ont appelé escadron de la mort, là, ils ont fait procès, ils ont organisé procès sur cette histoire d'escadron de la mort. Ils avaient dit que c'est Madame Gbagbo qui est la patronne des escadrons de la mort. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pour finir, elle a été disculpée. D'accord? Elle a été disculpée. Elle n'a rien à voir avec ces histoires soulevées de toutes parts pour dire escadron de la mort. Ce n'était qu'une fabrication de vous et vos parrains français. Juste dans le but de discréditer le régime d'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on regarde en réalité, vos encagoulés d'Abidjan là, mais c'est les méthodes d'escadron de la mort là, donc on se rend compte qu'en fait, ce sont vos gens que vous envoyez pour faire ces trucs là. C'est les mêmes là qui sont en train de continuer la même stratégie. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Ne me parlez surtout pas de treillis. Parce que les treillis là, ce n'est que du tissu. Tout le monde coupe ça et puis c'est fini. Basta. Ça passe. Ok? La preuve, les gens que vous avez habillés qui portaient les léquets, les chaussures crêpes, et puis ils avaient des calaches en main là, ils étaient en treillis aussi. Donc si vous avez pu avoir des treillis pour eux, c'est pas pour les escadrons de la mort que vous ne pouvez pas avoir des treillis aussi. Je poursuis pour dire quoi? Bi-Africa, je vais parler un peu, hein. Donc tu vas m'excuser. Parce que j'ai pris le temps d'écouter, il faut que je réponde rapidement pour que les gens puissent continuer également. Il dit, au temps de Gbagbo, franchement, c'était très difficile. La vie était très difficile. Mais moi, je vous pose la question. Qui a rendu la vie difficile sous Gbagbo? Ou bien la Côte d'Ivoire se portait bien Gbagbo dès qu'il a pris le pouvoir en octobre 2000, là, en même temps, boum,
comme un oiseau de malheur. Dès qu'il s'est assis là net, le ciel s'est assombri et la vie est devenue difficile en Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est pas vrai. C'est vous qui avez rendu la vie difficile en Côte d'Ivoire. Parce que quand Gbagbo est venu au pouvoir, c'est le premier à payer le cacao des planteurs à 1000 francs le kilo. C'est Gbagbo qui a commencé ça. C'est Gbagbo qui a fait l'école gratuite en Côte d'Ivoire, où les parents d'élèves ne payaient que 250 francs. 250 francs CFA. Et puis, ton enfant va à l'école, on lui donne toutes les fournitures, tous les livres, les cahiers, tout. On lui donne, et puis il va à l'école. C'est Gbagbo qui a estimé que le fait de porter uniforme, kaki, et puis et les carreaux pour les filles, là, il y a des parents paysans qui n'arrivent pas à acheter ça. Et à cause de ça, on renvoie les enfants. Il a supprimé la tenue obligatoire. Et chacun pouvait porter la tenue qu'il veut pour aller à l'école. C'est Gbagbo qui a fait ça. Donc, à quel moment la vie était difficile? Monsieur, vous avez rendu la vie difficile à partir de vos coups d'État. Lorsque, après même vos coups d'État qui ont échoué, la France vous a prêté main forte puisque c'est elle qui vous avait envoyé. Et elle a fait échouer les discussions qui se passaient à Lomé, chez Eyadema. Et qu'elle a préféré que vous puissiez la trouver chez elle à la maison, à Linas Makoussi. Vous savez ce qui s'est passé à Linas Makoussi? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce qu'on dit, le sorcier oublie toujours. C'est-à-dire celui qui fait le mal là, lui il oublie. Mais la victime n'oublie pas. La victime peut pardonner, mais elle n'oublie pas. Elle se souvient des moindres détails. Donc moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. À Linas Makoussi, là, quand vous êtes arrivé à Linas Makoussi, vous et puis votre parrain, votre papa, la France, que vous continuez toujours à chérir, que vous chérissez, et ici même vous continuez à défendre, alors que vous-même, vous parlez de Côte d'Ivoire, on parle de nation à nation, vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, pendant que chaque pays est en train de défendre ses intérêts, son indépendance, vous, ce qui vous intéresse, c'est de défendre la France. Donc cette France que vous défendez là, nous, ça ne nous étonne pas, parce que c'est elle qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Lorsque vous êtes arrivé chez la France, en 2003, à Linas Makoussi, qu'est-ce qui s'est passé? Le programme de société de Laurent Gbagbo, qui a fait que les Ivoiriens l'ont voté, son programme baptisé la refondation. Laurent Gbagbo, espoir de tout un peuple. Et les Ivoiriens ont cru en ce projet-là, ils l'ont voté. Vous avez fait quoi? Votre France, là, a mis ce programme de côté. Elle a demandé, elle a exigé que ce programme soit mis de côté. Et puis vous avez remplacé ce programme par quoi? Par Linas Makoussi. Donc depuis cette date jusqu'en 2010-2011, c'est le programme Linas Makoussi qui a dirigé la Côte d'Ivoire. C'est pas le programme de la refondation de Laurent Gbagbo. D'accord? Donc si la vie était difficile de 2003 jusqu'à ce que Gbagbo parte, c'est pas Gbagbo qui a rendu la vie difficile en Côte d'Ivoire, mais c'est votre programme que vous avez élaboré avec vos patrons français qui vous ont envoyé déstabiliser la Côte d'Ivoire là. C'est ce programme qui a ruiné la Côte d'Ivoire. Et ce programme s'appelle les accords de Linas Makoussi. C'est dans ces accords-là que la France vous a demandé, sinon la France a exigé à Laurent Gbagbo d'enlever son premier ministre, d'enlever ses ministres, ses personnes clés avec qui il était en train de bâtir les chantiers pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et ça a été remplacé par des ministres qui sont issus de la rébellion, des gens qui n'ont même pas fait CP1. Il y avait dans le gouvernement toutes sortes de rebelles. Même votre pouvoir qui est là, votre gouvernement qui est là aujourd'hui, là, ils étaient pleins qui étaient dans le gouvernement. Ici de Linas Makoussi, avec à la tête le premier ministre Seydou Eliman Diarra. Vous avez oublié? Vous avez oublié ça? Donc c'est vous qui avez dirigé la Côte d'Ivoire avec votre programme de société fabriqué en France à Linas Makoussi sur instruction de la France pour pouvoir recoloniser la Côte d'Ivoire, empêcher son décollage, empêcher que les Ivoiriens sortent de la tête de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le bilan de 10 ans là, de misère là, c'est votre bilan. C'est ce que vous-même vous avez voulu faire de la Côte d'Ivoire là, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que vos factures n'étaient pas payées, monsieur. Sinon, Ahmed Bakayoko là, il était ministre de MTIC. Soro Guillaume était dans le gouvernement. Il a été ministre de communication. Après, il est devenu premier ministre. Monsieur,
Thio Fosier était dans le gouvernement. Vous voulez que j'en cite? Ils sont nombreux. Monsieur, comment il s'appelle? Celui qui est le maire de Koumassi aujourd'hui, à Abidjan là-bas, là. Cissé Ibrahim Bakongo, qui est aujourd'hui le gouverneur du district, là. Il était dans le gouvernement. Lui, il était ministre de l'enseignement supérieur. Donc, si l'école même était mauvaise, là, c'est lui. D'accord? Alors, il faut que vous reteniez ça une bonne fois pour toutes. Vous continuez quelque chose, la dame est en train de vous dire que nos pays africains vivent de la misère. Et à cause de cette misère, à cause de cette mauvaise gouvernance-là, les gens sont obligés de fuir leur pays, les Ivoiriens sont obligés de fuir leur pays. Et vous dites que même les Chinois, eux aussi, ils immigrent. Mais les Chinois, là, quand ils s'en vont en France, là, ils vont par bateau. Dites-moi, montrez-nous les Chinois qui nagent pour partir comme des tilapias. Les Chinois, là, est-ce que c'est parce qu'ils meurent de faim, qu'ils nagent, ils traversent les déserts et puis ils vont en France? Monsieur, on n'a jamais dit que le fait de quitter son pays pour aller ailleurs est mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Mais les raisons qui poussent les gens à partir, c'est de ça qu'il s'agit. Les Chinois, ils se déplacent, ils vont pour travailler, ils vont pour faire les affaires, ils vont pour faire les trucs, ils arrivent là-bas, c'est tout à fait normal, on va pour chercher des opportunités de job, tout ça, sans être obligé d'être clandestin, sans être obligé de nager. Montrez-nous un navire chinois que les gens ont intercepté sur les côtes européennes. Ça n'existe pas. Oui, le chinois, il faut conclure maintenant en 1 ou 2 minutes. Comme ça même, je vais conclure la parole après. Oui. Je vais conclure. Je vais conclure, monsieur, cher frère. Alors, donc, quand vous dites que je m'en fous du nombre de mandats, pour moi, ça me fait rire. Je m'en fous du nombre de mandats, je veux la stabilité. Voilà, parce que le président qui est là actuellement, il donne la stabilité au pays. Ah, d'accord. Donc, dites-nous, vous êtes démocrate ou pas? Parce que c'est vous qui dites que vous êtes démocrate. Donc, dans la démocratie, là, on s'en fout du nombre de mandats, on s'en fout. Comme celui qui est là, comme depuis qu'il est là, il y a la stabilité, donc on s'en fout. Donc, on oublie maintenant les règles démocratiques, les règles même que la Constitution a éditées, on laisse ça, et puis on le laisse au pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Mais monsieur, moi d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous poser la question. C'est quoi la stabilité? La stabilité même dont vous parlez, c'est quoi? Il faut commencer par nous définir la stabilité. Et puis, vous allez nous prendre le cas de la Côte d'Ivoire, si vraiment c'est un pays qui est stable. Parce qu'un pays dans lequel on vient casser les maisons des gens sans dédommagement, c'est pas un pays qui est stable. Monsieur, un pays dans lequel un seul individu possède ACD, c'est-à-dire les titres fonciers, de tout un village, tout un quartier, presque toute une ville, lui seul, avec des documents falsifiés qui ont été démontrés par A plus B, par un député de la nation, Assalé Tiomoko, et il a fait toutes les preuves, il fait même des panels, il envoie ça au Parlement, on parle de ça, et jusqu'à présent, il n'est pas arrêté, et le monsieur se promène comme ça, mais plutôt, on arrête ceux qui critiquent. Monsieur, ça, c'est pas la stabilité. Parce que la stabilité commence par la justice. Il n'y a pas de stabilité sans justice. Or, ce qui se passe là, c'est tout sauf la justice. Dites-nous un peu, monsieur, quand vous parlez de stabilité, donc ça veut dire que si tout de suite, lui qui est au pouvoir actuellement, Dieu le rappelle à lui, donc la Côte d'Ivoire va tomber dans un désordre pas possible, ça sera la chienlit en Côte d'Ivoire. Ou bien êtes-vous en train de nous dire que si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, alors vous n'accepterez pas qu'il y ait la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de dire en réalité. Vous êtes en train de faire comprendre aux Africains aujourd'hui et au peuple du monde que c'est parce que lui il est au pouvoir que vous laissez le pays tranquille comme ça. Sinon, le jour qu'il n'est plus au pouvoir, vous allez tout gâter. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est une réalité. Parce que quand il n'était pas encore au pouvoir, vous avez déstabilisé le pays. Donc, vous ne déstabilisez plus le pays parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, dites-nous plutôt que c'est parce que lui, il est au pouvoir que vous avez arrêté de déstabiliser. Si c'est ça, on va comprendre. OK? En ce moment, on est d'accord avec vous. Parce que celui qui déstabilise, s'il vient te dire que voilà pourquoi lui déstabilise, toi qui ne déstabilises pas là, tu vas discuter pourquoi. C'est une information que tu nous donnes. Donc nous, on va enregistrer. On sait maintenant que c'est parce que lui il est au pouvoir que vous ne déstabilisez plus le pays.
Donc, vous trouvez que le pays, il est stable. Mais le jour que lui ne sera plus là, alors vous allez reprendre les armes pour déstabiliser le pays. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Sinon, si ce n'est pas ça, comment quelqu'un qui réfléchit peut dire que l'individu qui est là, lui, il est là, il a la stabilité, il ne faut pas qu'il quitte. Donc, lui, il ne va jamais mourir. Jésus-Christ même, il est mort. Mahomet même est parti, il est mort. Ceux qui ont mis Mahomet au monde, ils sont morts aussi. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Oui, le Chinois, oui, on va permettre l'émotion. On va permettre l'émotion. Voilà, dire que, chers frères, aujourd'hui, ce dont on doit parler, moi, j'ai pensé que le monsieur allait nous dire ici, et je tiens à ce qu'il me réponde. Je dois partir, mais je veux qu'il me réponde à cette question-là. Le 4e mandat que vous voulez faire là, c'est pour faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez faire un 4e mandat? Ne me dites surtout pas que non, c'est parce que c'est votre 2e mandat de la 3e République. Ça là, de toute façon, que le peuple ivoirien le veuille ou pas, vous allez vous imposer par la force pour dire que nous, on veut être candidat. La preuve, vous avez déjà annoncé ça. Donc, c'est vous, tout est dans votre main. Mais la question qu'on vous pose là, vous voulez faire quoi les 5 prochaines années là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, vous êtes en train de lutter pour pouvoir faire ce mandat-là. C'est ce que nous, on veut savoir. Oh, ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, Monsieur B. Africa, moi, je vais répondre rapidement parce que je pense que l'Ivoirien a beaucoup plus de choses à dire. Ok, donc... Oui, juste répondre aux grands frères chinois. Bon, d'abord, tu as commencé par dire qu'on est en train de choquer, tout ça. Si tu veux, on va parler nous aussi. Hein. Sauf que nos frères béninois vont pas forcément comprendre nous bien. Voilà, il y a des langages qu'on peut avoir que tout le monde ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent. Si tu as bien suivi mon raisonnement, j'ai bien dit qu'il faut équilibrer les choses. Je répondais au grand frère Oba qui avait parlé avant moi. J'ai dit, que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, il faut... En fait, il y a une nuance. Il y a eu de bonnes choses comme de mauvaises choses des deux côtés. Je n'ai jamais dit, moi, je n'ai jamais dit que je suis RHDP ou bien... Parce que tu es rentré dans des considérations... Bon, je me pose des questions. Personne n'a dit ici qu'il est RHDP ou bien qu'il n'est pas RHDP. Moi, je vais laisser l'Ivoirien se prononcer. Même si je n'ai pas été d'accord avec lui quand il dit, par exemple, que s'il voit un hôpital ou bien quelque part où c'est les Français qui dirigent, lui va se diriger là-bas parce qu'il a peur que les Africains dirigent mal. Je suis contre ça. Mais il ne faut pas tout de suite voir dans l'équilibrage des discours qu'on est pro Ouattara, on est pro 4e mandat ou bien... Non, 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 non. Moi, là, personnellement, je ne suis pas pour ça. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails de ce qui s'est passé en 2001, 2000, ça là, c'est un autre débat. Et on pourra rentrer dedans dans d'autres débats. Mais on ne dit pas ici, en tout cas, moi, je ne dis pas que je suis pro Ouattara et que je suis contre le panafricanisme, je suis contre Gbagbo. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. C'est juste pour faire cette précision-là. Je laisse l'Ivoirien répondre. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va laisser l'Ivoirien aussi prendre ses motions et puis après... Oui, bien fait qu'à moi, ma motion, j'ai retiré. Le Chinois a déjà corrigé. Il a posé la question à savoir pourquoi ils n'ont pas fait le procès de Émile Bougadoudou aussi et de Lattis qui a été tué. C'était ma question à l'Ivoirien, mais le Chinois a déjà mentionné ça, c'est bon. Ok, donc on laisse alors l'Ivoirien prendre la parole. Ok. Ok, le frère qui a longuement parlé tout à l'heure, je pense que voilà, on est dans un débat contradictoire. Souvent, il faut avoir le bon ton, parler de mouton à des compatriotes. Honnêtement, c'est pas élégant. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais ça fait pas de nous des ennemis. Donc, faut vraiment adopter le bon ton. Sinon, honnêtement, c'est-à-dire parler sur des tons vraiment autres, on sait tous le faire, mais on reste poli. Voilà, c'est très important. Maintenant, je vais partir sur rapidement, voilà, il a parlé de stabilité, et quand il parle de oui, vous avez déstabilisé. Je ne sais pas s'il me connaît, s'il m'a déjà vu dans le gouvernement actuel, s'il m'a déjà vu dans une réunion même du RHDP actuel, il m'a jamais vu nulle part. Je suis pas un militant. Moi, j'apprécie seulement ce qui se passe dans mon pays. Et on va aller sur le 4e mandat. Moi, je me rappelle bien, Abdoulaye Wade, au Sénégal, il avait fait 2 mandats, il avait postulé pour un 3e mandat. Et il a été battu dans les urnes.
Au fait, parce qu'il suffit pas de s'asseoir ou de prendre son téléphone et crier non, on ne veut pas. Quand on ne veut pas, c'est dans les urnes qu'on exprime. Vraiment. C'est dans les urnes. Henri Konan Bédié en 2020 avait la possibilité d'aller au duel avec le président actuel. Mais il n'est pas parti. Alors que Henri Konan Bédié, père à son âme, c'était le dirigeant de l'ancien, voilà, du PDCR, un très grand parti politique. Il n'a pas voulu aller. Voilà. Bon, parce que certainement, il y avait un autre plan derrière. Maintenant, moi, je dis, l'opposition propose quoi de mieux que l'actuel? Au fait, c'est tout. Maintenant, dit non, on ne veut pas. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, dire non, on ne veut pas. Oui, ok, vous ne voulez pas, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez en retour? C'est tout. Vous ne voulez pas vous proposer des trucs vraiment super intéressants pour le pays, mais les Ivoiriens vont adhérer. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Vraiment. Voilà. Ils ont absolument voulu faire partie Karim Wade, excusez-moi, Macky Sall, mais ils l'ont fait dans les urnes. Parce qu'on a comme l'impression que certains Ivoiriens sont spécialisés dans prendre le téléphone, parler. Non, voilà, pour changer un président, c'est pas parler. C'est de voter. Voilà un peu. Maintenant, sur le cas Ouagadougou, honnêtement, moi, je suis quand même un peu surpris d'entendre, au fait, d'entendre ce que moi j'entends. Moi, je ne peux pas comprendre que l'histoire s'est passée, je crois, en 2000. Mais en 2000, c'est pas, c'est 2002. De 2002 jusqu'à 2010, mais le président Gbagbo avait l'appareil de l'État. Et même tous les ministres qui étaient nommés, il fallait l'accord, l'aval d'abord du président de la République. Et lui-même, il le disait. Le président Gbagbo lui-même le disait, souvent dans ses sorties. Quand il ne veut pas des ministres, il ne veut pas. Il signe, il approuve. Mais tout ce temps, pas d'enquête sur Ouagadougou. Et on vient me dire, oui, comment se fait-il que oui, il y a seulement eu le procès pour le général Gueye Robert, l'ancien président. Mais pour la simple raison que lors de la présidentielle de 2010, le président actuel avait fait la promesse à la famille parce qu'il voulait le soutien du parti de Gueye Robert, l'ancien président. Donc, il leur avait fait la promesse que s'il passe président, il va tout faire pour élucider la mort du général Robert Gueye. Il leur avait promis, au fait, au parti politique du général Robert Gueye, parce qu'il voulait le soutien du parti du général Robert Gueye. Donc, dès qu'il est passé, il a enclenché, et puis voilà, tout s'est accéléré, et on a su ce qui s'est passé, parce que c'était une promesse de campagne. Mais il n'a pas fait une promesse de campagne sur Ouagadougou. Il n'a pas fait une promesse de campagne, voilà, sur le comité H. Honnêtement, voilà, parce que c'est des trucs qui sont passés. Voilà, malheureusement, c'est arrivé. Maintenant, moi, le compatriote, moi, voilà, qui parlait, voilà, il s'adressait vraiment plus à moi qu'autre chose. Dire, quand on est chef de l'État, là, la stabilité de ton pays, ça s'arrache. Ça, si mon compatriote n'a pas compris ça, c'est qu'il y a un problème. Ça s'arrache. Tu t'assois pas paisiblement pour dire non, on m'a attaqué. Mais quand Ouattara est passé au pouvoir, mais combien de tentatives de déstabilisation avaient été mises en place par l'ancien régime, la plupart qui étaient positionnés soit au Ghana, soit au Togo, soit au Bénin. Mais ils étaient là-bas. On a vu des vidéos où le colonel Abéi, des coups d'État, des Katé-Nyantois, bon, voilà, je ne maîtrise plus le nom, mais il y a eu énormément de tentatives, des commissariats étaient attaqués et tout. Mais il a su déjouer. Et même sous sa présidence, il y a eu une mutinerie même, des militaires. Il a su canaliser, il a su gérer, parce qu'il voulait la stabilité, il a tout mis en œuvre. Mais attendez, on ne s'assoit pas pour pleurnicher, malheureusement. Je suis vraiment peiné de dire ça comme ça, quoi. On pleurniche pas quand on est chef de l'État, on a par l'appareil de l'État, on fait
tout pour pas que ça arrive. Voilà pourquoi les renseignements généraux existent. Voilà pourquoi les forces de l'ordre existent. Voilà pourquoi l'armement d'un pays est ravitaillé tout le temps ou renouvelé tout le temps. Ainsi de suite. Bon, maintenant, je vais revenir sur... Il a parlé de mes factures. Moi, je dis ceci. Je dis, on était plusieurs à être là-bas et il n'était pas normal. Quand on dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent pour tout le monde. Il n'y a pas l'argent, ok, on comprend. Mais quand des personnes proches du pouvoir, parce qu'ils militent dans le même parti politique, reçoivent leur chèque au détriment des autres, ça c'est de l'injustice. Et moi je le dis. Et voilà, il a fait une comparaison à aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je ne suis pas opérateur, moi je ne suis pas fournisseur de l'État de Côte d'Ivoire à l'heure où je parle. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais par contre, j'ai mon frère, je l'appelle mon frère, il est fournisseur de l'État de Côte d'Ivoire. Il est régulièrement payé. Et là même, le mois d'août, là, il vient en France. Voilà, il y a 2 mois, il était là. Il vient, à chaque fois, on se voit et il me fait le CIR. Il est régulièrement payé. Ça, c'est un exemple. Mais je ne sais pas pour les autres. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour la facture, concernant la facture. Maintenant, moi, je le dis encore, pour ceux qui vont, par exemple, passer sur la lagune, voilà, la mer, moi, je dis une chose. Et j'ai été clair, j'ai donné l'exemple du jeune de mon village qui a vendu les plantations de ses parents, c'est des millions et des millions. Il a tenté des visas, ça n'a pas marché, et il a décidé maintenant d'aller prendre la mer. Mais plein de personnes comme ça ont énormément de sous et ils vont se positionner là-bas. Mais pour aller se positionner là-bas, là, pour traverser la traversée, c'est un budget. Il faut avoir de quoi aller là-bas. C'est de ça que je parle. On ne s'élève pas comme ça pour aller là-bas. Donc déjà, celui qui réussit à ramasser un capital, un budget de la sorte, c'est que quelque part, il ne meurt pas de faim comme on veut nous le faire croire. Mais non. Moi, je donne des exemples simples. Voilà. Je sais très bien que l'État essaie vraiment d'attirer les jeunes à être des champions, des entrepreneurs et tout. Moi, je prends l'histoire d'un jeune, par exemple, que l'État a aidé à hauteur de 25 millions par rapport à une ferme bien fournie et tout. Mais il n'a pas su gérer, il a fait couler sa ferme. Et il y a un autre exemple aussi, où là, c'est le ministre même de la jeunesse qui l'avait dit aussi. Moi, je ne savais même pas son histoire. Il a proposé un business plan où l'État finance tous les business plans des jeunes qui veulent vraiment entreprendre pour les aider à s'en sortir, parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Il a été financé à hauteur de 700 millions, le jeune, parce qu'ils ont cru en lui. Parce qu'il avait décidé vraiment d'implanter des trucs un peu, et avec des recrutements de jeunes, à l'aide salariée, de jeunes Ivoiriens à l'aide salariée. 700 millions, le mec, il a fumé les 700 millions. Il s'est retrouvé là où le ministre parlait, il était à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? L'État actuel met des trucs en place, c'est-à-dire pour des jeunes, pour s'en sortir. Il y en a qui prennent les sous et ils préfèrent vraiment aller traverser. Mais comme je l'ai dit, une personne qui a dans sa tête l'envie depuis tout petit de venir en Europe, tu ne peux pas le lui enlever. Ça, c'est même pas possible. Tu ne peux pas le lui enlever. Il ira. Et quand je dis que les Chinois, même, ils migrent, mais c'est pas faux. Ils viennent jusqu'en Afrique. Quand je dis les Algériens, ils sont pleins ici en France, mais ils passent aussi sur la mer. Mais leur pays est hyper développé que la Côte d'Ivoire. Les Marocains aussi, pareil. Et d'autres pays aussi, pareil. Moi, c'est des exemples que je donne. Voilà, je ne suis pas vraiment... Maintenant, vraiment, moi, traiter les gens, par exemple, de moutons, ou traiter les gens de vous allez venir faire la guerre, vous allez venir faire la guerre, il ne sait même pas qui je suis, il ne sait même pas, je ne sais pas s'il m'a déjà vu une calache en main. Non, je ne fais pas tout ça. Mais moi, j'apprécie ce qu'est là, je n'ai même pas ma carte. Et moi, je n'ai pas de carte de militantisme, voilà. J'apprécie ce que je vois, je dis, si un candidat
sort de nulle part. Il a une meilleure proposition, c'est dans les urnes. C'est pas en parlant au téléphone matin, midi, soir. Non, il faut qu'il dégage, il faut qu'il dégage, il faut qu'il dégage. Non, voilà. Maintenant, je vais terminer par là. Si le troisième mandat a été validé, on ne peut pas me faire croire que le quatrième mandat est anticonstitutionnel. Ça n'a pas de sens. Il y a une contradiction totale. Honnêtement, voilà ce que moi je dis. Que des gens fassent des propositions meilleures et on verra. Mais qu'on me dise, jusque-là, quelle bonne proposition pour le pays est sortie de nulle part? Nulle part, il n'y a rien. Maintenant, je termine aussi par là. Moi, je dis une chose, malgré le fait que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, mon compatriote a parlé tout à l'heure de oui, s'il n'y avait pas l'argent, c'est parce que. Mais quand même, le budget de la Côte d'Ivoire était voté annuellement. Donc, il y avait de la disponibilité. D'autres personnes, d'autres Ivoiriens étaient payés contrairement à d'autres Ivoiriens. Et ça, c'est frustrant et c'est pas normal. Quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. Mais on ne paye pas, on ne favorise pas d'autres pour léser d'autres. C'est de ça que je parle. Et moi, c'est mes raisons. Voilà. Maintenant, il attaque mes raisons. Mais c'est mes raisons. Maintenant, peut-être que lui, il aurait accepté cela. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas accepté. Je ne vous coupe pas, voilà. Vous aviez demandé une motion, mais là, ça fait 8 minutes. Oui, je m'arrête là. Il dit, Georgia, regarde. Biafrica, s'il te plaît, je vais te demander une doléance. Je n'ai pas l'habitude de monter sur ton panel, cher frère. Mais franchement, je te prie d'accepter ceci. Je vais répondre au frère. Parce que là, il est en train de dire des choses qu'il mérite explication. Dire que, écoutez, chers frères et sœurs, vous voyez, en fait, pendant que on est en train de se battre, on est en train de réfléchir aux solutions pour pouvoir quitter les griffes du colon, les gens viennent nous distraire avec des histoires de non-stabilité et tout ça, comme si le pays même qu'ils gèrent, la stabilité de ce pays dépendait d'eux. La stabilité, moi je vous ai posé la question, je pense que vous allez définir la stabilité, ou bien peut-être quand j'ai eu un problème de connexion que je suis tombé, vous avez défini ça à mon insu, je ne sais pas. Sinon, monsieur, la stabilité à laquelle vous faites référence là, moi, c'est bien que vous souhaitez qu'il y ait la stabilité et tout ça, c'est quelque chose qui est partagé, c'est une envie qui est partagée. Mais le seul problème, c'est que ce que vous voyez et que vous appelez stabilité, là, c'est pas une stabilité, ça. Ça se passe comme ça parce que la France a décidé que ce soit comme ça. Parce que ça l'arrange. C'est tout. En 2000, la Côte d'Ivoire a été victime de déstabilisation, d'attaque, tout simplement parce que c'était dans l'intérêt de la France. Ça, c'est clair. Et durant toute la gouvernance sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'était pas stable parce que c'était la volonté de la France. Parce qu'en réalité, le monsieur, sa présence n'arrangeait pas la France. C'est ce qui est la vérité. La preuve, c'est la France qui l'a bombardé en 2011, après avoir massacré des Ivoiriens, pour le prendre et l'envoyer à La Haye. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, il est retourné à Abidjan. Je pense que si vous êtes à Abidjan, ou bien si vos parents sont là-bas, vous pouvez leur demander, il est à Abidjan avec vous là-bas, non? Il est à Abidjan avec vous. Mais il n'est pas candidat. Pour quelle raison? La raison officielle, c'est qu'il aurait braqué la BCEAO. Mais la BCEAO elle-même est arrivée au procès et la BCEAO a dit qu'elle n'a jamais été braquée. Ça aussi, vous allez dire que c'est faux. La BCEAO est arrivée au procès, ce procès de braquage-là. Et la BCEAO a dit qu'elle n'a pas été braquée, qu'elle n'a subi aucun dommage. D'accord? Et le tribunal a demandé à la BCEAO de faire un écrit, quelque chose d'officiel pour dire qu'effectivement, eux, ils ne portent pas plainte parce qu'ils n'ont pas été braqués. La BCEAO a fait ça. La BCEAO l'a fait. Mais quand même, vous l'avez condamné à 20 ans. Il est inéligible. Il n'y a pas son nom sur les listes et tout ça. Là, vous voulez nous parler de quoi? Nous, aujourd'hui, là, comprenez quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas. Nous, on est des panafricains. D'accord? Donc, nous, notre cible, c'est même pas vous. C'est pas vous.
on vise plus gros que ça. Parce qu'on sait qu'en réalité, vous là, vous êtes comme des contremaîtres qui surveillaient des manœuvres qui travaillent dans les plantations françaises. Parce que nous, notre population, notre peuple là, qui se trouve dans les différents pays africains francophones là, ce sont des manœuvres pour les Français. Ils sont là pour travailler comme à l'époque des travaux forcés, à l'époque de la colonisation, de l'esclavage. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ont laissé la traite négrière pour se concentrer sur la colonisation. C'était ça. C'est la même chose qui continue. Donc, on sait qu'on n'est pas encore indépendant. C'est pour ça que nous, les panafricains, on se bat pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays. Donc, on est conscient que tant qu'on n'aura pas eu cette souveraineté, mais on va toujours subir ce genre de situation où aujourd'hui on décide de qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat, on décide de se donner le nombre de mandats qu'on veut, on décide de ne pas réviser les listes électorales, on décide de rester au pouvoir contre vents et marées, on décide de faire la pluie et le beau temps. C'est-à-dire, on peut passer 15 années au pouvoir et avoir une dette de 45 000 milliards, là où la Côte d'Ivoire, depuis ce qu'on a appelé son indépendance jusqu'en 2010, n'avait que 6 000 milliards de dettes. D'accord? Et on dit que l'économie se porte bien. Nous, on dit rien, on regarde. Parce qu'on sait que le pays n'est pas indépendant. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce sont nos pays-là qui payent les factures du gouvernement français. Ce sont nos pays qui font vivre la France et les populations françaises. La preuve, l'AES est sorti là. On sait ce que ça coûte à la France. Ce que ça crée comme problème. La France est endettée aujourd'hui à plus de 7 500 milliards d'euros. Le premier ministre français, même Bayrou, le dit. Il dit chaque seconde qui passe, la France est endettée à 5 000 euros. Chaque seconde qui passe. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont vos tontons là, vos parents, ceux que vous défendez à tout bout de champ là. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Mais vous trouvez que c'est ceux-là qui sont bien placés pour garantir notre monnaie. Ce que vous appelez notre monnaie. Vous dites que c'est notre monnaie. C'est eux qui doivent garantir ça. Pourtant, eux-mêmes là, ils sont endettés à 7 500 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. Prenez votre calculatrice et puis calculez. Ça va sortir erreur parce que la calculatrice ne peut même pas afficher tout ça en francs CFA. D'accord? Donc, c'est nous qui les nourrissons, comme à l'époque de la colonisation de l'esclavage. C'est ça là que nous, on regarde. C'est notre combat panafricain qu'on mène. Et c'est pour ça qu'on soutient tous les pays qui mènent la révolution pour pouvoir avoir notre réelle souveraineté. Afin que des personnes comme vous, qui sont obligées de vivre en Europe, alors que ils disent dans leur pays, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est développé, ça travaille bien, tout est beau, il n'y a aucun problème, tout se passe très bien, mais eux, ils préfèrent vivre en France. Au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire, vivre dans le luxe, dans le lait, le miel, vous fuyez ça et puis vous êtes assis en France. Les Ivoiriens fuient. On les attrape dans les métros. On les rapatrie. D'autres même pleurent, ils ne veulent pas retourner en Côte d'Ivoire. Ils deviennent des pickpockets. Mais dites-moi, monsieur, à l'époque de Laurent Gbagbo qui n'a rien foutu, qui n'était pas bon et tout ça, il y avait quel Ivoirien qui traversait la Méditerranée, qui nageait comme des tilapias ou bien des requins, des poissons silures pour se retrouver en Europe? Il y en avait combien qui crevaient dans le désert? Montrez-les nous. Maintenant, aujourd'hui, où le lait et le miel coulent bien dans le pays, c'est là que les Ivoiriens fuient. Donc, les Ivoiriens, ils sont bêtes alors. Mais les Ivoiriens sont idiots. Mais il va falloir que nous, on aille remplacer les Ivoiriens alors. Nous qui ne sommes pas Ivoiriens là, on va donc retourner en Côte d'Ivoire. On va aller là-bas. C'est ce qui est bien, puisque les Ivoiriens sont inconscients. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas cacher le soleil de la mer. Quand il y a une réalité, il y a une réalité. Et je vais prendre le cas du jeune homme dont vous parlez, de Dougoutegui et autres là. Messieurs, les histoires isolées et autres là, je ne veux même pas rentrer dedans. Mais la question même de Dougoutegui ils ont fait poulailler pour lui et puis, mais on a vu quel bruit ça a fait sur la toile, jusqu'à ce que c'est passé à la télévision. Le jeune homme est encore à Abidjan là-bas. Il a dit devant tout le monde qu'en réalité, les gens ne lui ont pas donné ça. Il a expliqué comment ça s'est passé. Donc, vous parlez de quoi? Il est là. Si vous dites que c'est faux, allez-y porter plainte. Que le ministre porte plainte contre lui. On le traduit devant les tribunaux. Il est majeur, il n'est pas mineur, hein, pour dire que non, on ne peut pas, comme il est mineur. Non, il est majeur. D'accord? Et on va voir ça. Quand vous avez pris le pouvoir, quand vous cherchez à prendre le pouvoir, vous avez dit que
vous voulez un pouvoir, une gouvernance caractérisée par la tolérance, le vivre ensemble. C'est de ça que vous aviez parlé. Mais depuis que vous êtes au pouvoir, là, vous refusez même d'amnistier ceux aujourd'hui qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui sont avec vous à Abidjan là-bas. Ils peuvent même pas être électeurs dans leur propre pays. Ils peuvent même pas être même chefs du village aujourd'hui. Ils sont privés de tous leurs droits politiques. Monsieur, ça c'est pas de la tolérance. J'ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai dit, vous avez eu 15 ans. Depuis que le président Félix Houphouët-Boigny est mort là, ceux qui ont duré au pouvoir, c'est vous. Houphouët a duré au pouvoir, mais quand il est mort, depuis sa mort jusqu'à maintenant, c'est vous qui avez duré au pouvoir. Vous avez fait 15 ans. Et même vous avez fait plus que 15 ans. Parce que vous avez commencé à diriger la Côte d'Ivoire depuis 2003. L'accord de Linas Makoussi. C'est là que vous êtes rentré dans le gouvernement. Vous étiez plein dans le gouvernement. Arrête Dagui Dabaté même était dans le gouvernement aussi. D'accord? Donc, tous ceux-là, ils étaient dedans. Les Adjoumani, là. Le ministre Adjoumani qui est là. Lui, il a duré dans le gouvernement. Ça, ce sont les dieux du gouvernement. Ils ont duré à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2003 jusqu'en 2025, ça fait combien d'années que vous dirigez la Côte d'Ivoire? C'est vous qui avez duré au pouvoir? Donc, durant toutes ces années-là, qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire et que vous voulez maintenant faire en 5 années prochaines qui arrivent? Et pour ça, vous soutenez la candidature de M. Alassane Ouattara, qui aurait même mieux fait de trouver quelqu'un d'autre de son parti pour continuer l'œuvre qu'il est en train de bâtir selon vous, mais lui, il préfère rester là. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait après tout ce temps-là que lui va maintenant faire en 5 années, alors que la Constitution, normalement, ne lui permet pas de le faire, même s'il se donne le droit aujourd'hui et que personne ne peut l'empêcher. Mais une chose est sûre, il a passé du temps à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que lui n'a pas encore fait et qu'il veut faire maintenant? J'ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Parce que cette question-là, elle n'est pas anodine. D'accord? Peut-être qu'on ne va pas mener le débat sur cette question-là aujourd'hui. Le temps ne nous le permet pas. Il fait tard. Mais c'est pas bien grave. On pourra se retrouver ailleurs. Mais nous, on vous dit, nous qui ne sommes pas Ivoiriens là, dites-nous un peu, vous les Ivoiriens, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, là, il veut être candidat encore. Il veut diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Il veut faire quoi? Puisque vous parlez de programme. Vous avez dit tout à l'heure, les autres, ils proposent quoi? S'ils proposent mieux. Mais pour que les autres proposent mieux, là, dites-nous déjà ce que lui, là, il propose. Ah, c'est une comparaison. Vous faites. Vous dites quelqu'un qui propose mieux. Celui que vous soutenez là, lui, il propose quoi? Parce que c'est en fonction de ce qu'il propose qu'on saura que les autres proposent mieux ou pas. Donc, lui, il propose quoi? Expliquez-nous ça. Et puis, on va voir. À partir de là, on pourra dire que oui, effectivement, il propose mieux que les autres. Mais vous ne nous dites pas ce qu'il propose faire et puis vous dites que les autres là, ils n'ont qu'à proposer mieux. Sur la base de pas vous juger. Une chose est claire, cher peuple d'Afrique, cher peuple du monde, personne ne peut rendre quelqu'un idiot. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est sur les réseaux, vous prenez le téléphone, vous êtes derrière le téléphone, vous êtes sur les réseaux sociaux et puis vous parlez. Pourtant, toi-même, il fait très tard. Il fait tard et tu es sur panel avec ton téléphone. C'est pas dans un journal écrit que tu es en train de parler. C'est pas sur une chaîne ivoirienne que tu es en train de parler. C'est pas NCI, c'est pas Live TV, c'est pas RTI. C'est sur TikTok. Donc, tu es avec le téléphone en main, comme nous aussi. Donc, tu ne peux pas dire que nous, c'est un téléphone, on peut parler avec le téléphone en main. Parce que toi-même, tu fais la même chose. On ne sait même pas pourquoi vous courez pour aller sur les panels. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes là, sans partage du pouvoir. Vous n'êtes pas dérangés. Vous gouvernez bien. Vous avez développé la Côte d'Ivoire. Vous avez industrialisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il n'y a pas de chômeurs. Les gens sont soignés gratuitement. Vous avez pu mettre en place la couverture maladie universelle. Les élus de la Côte d'Ivoire, les sénateurs, ne fuient pas la Côte d'Ivoire, ne fuient pas les hôpitaux flambant neufs qu'ils ont construits pour aller se soigner à l'hôpital américain de Paris avec l'argent du contribuable ivoirien. Vous ne signez pas des accords avec Corsair, qui est une compagnie étrangère au détriment des Air Côte d'Ivoire, pour aller vous faire soigner avec l'argent du contribuable ivoirien en Europe. La Côte d'Ivoire, il coule le lait et le miel là-bas.
et tout est bon. Et tout le monde est à l'aise. Les gens mangent à leur faim. Les gens ne se plaignent pas à cause du coût de la vie. Les gens ne sont pas déguerpis, ils ne sont pas chassés de leur maison. On ne leur arrache pas leurs terres. On n'arrache pas les terres agricoles à des paysans. Leurs produits sont bien payés. Les gens, les factures d'eau ne sont pas chères. Les factures d'électricité ne sont pas chères. Le pétrole, le carburant est moins cher. Tout est bon. Mais vous êtes, après 1h du matin, vous êtes sur panel en train de chercher à convaincre les gens. En 15 ans, avec tout ce que vous avez comme travail là, vous n'avez pas convaincu les gens avec ça? Mais qu'est-ce que vous allez venir dire sur ce panel et puis ça va nous convaincre alors? Donc, monsieur, arrêtez de perdre votre temps. Parce que nous, on ne pourra donc pas comprendre. Parce que tout ce que vous avez fait là, si nous n'est pas convaincus, mais vous allez pouvoir dire quoi cette nuit là et puis nous on va comprendre. Monsieur, si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez rien foutu. En réalité, vous n'avez rien foutu. Depuis que vous êtes mort, vous êtes au pouvoir, c'est vous qui avez duré plus. Et vous avez gouverné dans la paix. Les autres ne vous ont pas dérangé. Vous avez eu de l'argent. L'argent est rentré dans le pays. Au point que vous avez endetté même le pays à plus de 45 000 milliards, ce qui n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis son indépendance. Et cet argent-là, quand on regarde ça, on compare ça, sans compter ce que la Côte d'Ivoire elle-même a produit comme richesse. Quand on met tout ça ensemble, alors que votre dette même est proche de la masse monétaire de tout l'UEMOA. Votre dette là, elle est proche de la masse monétaire même de tout l'UEMOA. Et vous nous parlez de quoi? Quelques petites réalisations. Des hôpitaux sans couveuse. Oui, le chinois, encore une minute. Oui. Je termine même. Des hôpitaux sans couveuse. Ou dans tout le pays, quand on compte les couveuses qui se trouvent encore dans les hôpitaux publics aujourd'hui, il n'y en a pas plus de 3. Sinon, si c'est faux, apportez-nous la preuve. Vous voulez nous parler de quoi? Que les jeunes fuient avec financement. Les jeunes ont bouffé financement, ils ont fui. Il y a quels jeunes? Citez-nous ces jeunes-là, on va les voir. Vous voulez parler de fuir avec l'argent? Mais les 500 milliards de la filière café cacao, c'est passé où? Les 1000 milliards qui ont disparu à la geste aussi, c'est passé où? Les 600 milliards des cartes d'identité et des passeports qui ont disparu, c'est passé où? Les 180 milliards du fonds d'entretien routier, c'est passé où? Monsieur, le programme présidentiel d'urgence, les milliards sont passés où? Vous avez dit 1 milliard par jour pour la jeunesse ivoirienne. Donc, dans l'année, ça fait 365 milliards. Cet argent-là est passé où? C'est de ça qu'on parle. Donc, ne venez pas nous parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. Parce qu'en réalité, si vous êtes là jusqu'à cette heure-là, à cette heure tardive, c'est parce que votre bilan ne parle pas en votre faveur. C'est pour ça que vous êtes obligé de veiller sur les panels avec nous. Sinon, vous serez en train de dormir tranquille parce qu'on n'aurait pas eu d'argument. Ok. Merci bien. Oui, le chinois. Oui, je ne vais pas redonner la parole à l'Ivoirien tout de suite. Je vais permettre à quelqu'un d'autre qui attend, qui n'a pas pris la parole aussi, de s'exprimer. Et je vais revenir à vous, je ne vais pas oublier. Val Alcino. Je vais même m'excuser auprès de toi. Je vais m'excuser auprès de toi, cher frère. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ce débat-là. Oui, avec effectivement. Plus de détails. Je vais devoir vous laisser. Voilà. Ok, c'est bon, c'est correct, oui. Merci bien, je fais un gros coucou à Georgia, je salue tout le monde. Et puis bon, on se retrouve une prochaine fois, merci. Ok, merci beaucoup. Val Alcino, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro est fermé. Oui, je vous entends. Ok, on vous écoute, oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. Déjà, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je suis béninois. Le débat intéresse beaucoup et je voudrais quand même en placer quelques mots. Aujourd'hui, alors que le président Alassane Ouattara annonce vouloir briguer un 4e mandat et qui est en violation claire de l'éthique démocratique et de la parole donnée, lui-même l'a dit. Et cela, c'est avec le silence assourdissant de l'opposition ivoirienne et qui, pour moi, pose quand même un problème. Il n'y a pas de comité de veille, aucune action citoyenne organisée, aucune mobilisation sérieuse qui est en même temps déchaînée, déroulée en même temps. Au lieu d'attendre, au lieu de programmer, on ne sent pas une riposte
Non, je ne fais pas un appel à la guerre, pas du tout. Je demande quand même une réponse de la part des opposants qui semblent-ils ne sont pas d'accord. Moi, je le dis, je ne suis pas ivoirien, mais je préfère choisir le président Gbagbo. Parce que pour moi, il est le seul homme politique ivoirien à avoir déjà fait ses preuves et payé de par sa liberté pour ses convictions. Il a été jeté en prison pour des événements tragiques que tout le monde sait. Il est ressorti pendant que ceux avec qui il partage les responsabilités dans ces drames sont toujours intouchables. Alors moi, je me demande où est la justice, où est l'équité. Et plus loin encore, pendant ce temps, quand on voit même, je prends quelques exemples, des pays où on parle de développement actuellement dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. Je peux citer pêle-mêle, hein, je peux me tromper, Sénégal, Côte d'Ivoire, quoi encore, le Bénin par exemple. On nous parle de bitume, on nous parle de routes, de ponts, beaucoup de choses ont changé. Je pense que mon prédécesseur en a parlé. Mais c'est pas totalement vrai parce que quand on prend la population, la communauté lambda, on sent qu'il y a la faim. Les gens ont faim. Ça, c'est la réalité. L'Ivoirien moyen, je le pense bien, en tout cas, je parlerai au nom de mon pays, il y a la faim. Les jeunes manquent d'emploi, l'école publique, l'eau potable, le pouvoir d'achat s'écroule. Imaginez, il y a de cela 20 ans, ils n'avaient pas autant de difficultés pour manger. Aujourd'hui, il y a trop de difficultés pour manger. Nous vivons ça et au jour le jour, et c'est partout comme ça. Ce sont les bling-bling, ce sont les pays qui se développent, qui sont émergents et tout le monde en parle. Mais demandez à la population, si les pays se développent autant, pourquoi on apprend comment on appelle, on n'arrive pas à manger alors qu'aujourd'hui, en Occident, il y a toujours des banques alimentaires où on distribue gratuitement la nourriture, par exemple. Il n'y en a pas dans nos pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui est fait pour la génération, c'est ce que moi je demande, au fait. Il n'y a pas de travail qui est fait pour la génération et c'est ça qui n'est pas totalement bien. Il y a de cela 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on peut nous rassurer qu'il y avait plus de migrants, voilà, de jeunes migrants, et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus après 10 ans, alors que ce sont des gens qui sont au pouvoir et qui estiment qu'ils ont tellement fait, qu'ils ont bien fait. Mais voilà là où on en est jusqu'à présent. C'est un peu ce que moi je veux dire, surtout par rapport à ces gens-là qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Après 10 ans, mais quitter le pouvoir et donner le pouvoir à d'autres personnes pour qu'ils fassent aussi leurs preuves. Et qu'aujourd'hui, on se permet de dire que l'appel du devoir peut transcender la bonne foi de la parole donnée. Moi, je pense que ce n'est pas normal. On peut se lever demain et dire que... et faire du forcing parce qu'on a, et comment on appelle cette capacité, parce qu'on a aujourd'hui les moyens qu'il faut déployer, c'est là que moi, ça me pose un peu plus de problèmes. Moi, je veux et quand même rendre hommage au peuple du Burkina, les gens de l'AES qui, malgré les difficultés, ont choisi quand même de se relever par eux-mêmes. Je pense qu'il faut penser autrement le développement de l'Afrique. Au lieu de s'allier forcément coûte que coûte avec ce qui se passe en Europe, avec ce qui se passe dans l'Occident. Au moins au Burkina, on apprend qu'il y a du patriotisme, de la souveraineté, du sacrifice qui est collectif, pas de bling-bling forcément, on veut développer et ensemble, en construisant les routes de terre ensemble, des écoles locales ensemble. Et avec une volonté de rupture réelle, ce n'est pas une rupture où on ne comprend pas. Parce que chez nous, on ne fait que briller les villes, pas la population rurale. La population rurale souffre. Plus qu'il y a 20 ans, nos parents, ce n'est pas comme s'ils avaient autant de difficultés que maintenant. Non, c'est faux. Il y a de cela 20 ans, on n'avait pas tellement de difficultés pour avoir un emploi. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, tu dépasses la trentaine et tu n'es jamais sûr de rien. Et si autant ils ont vraiment développé, est-ce qu'on a besoin de parler d'autant de migrants? Et aujourd'hui, dans tous ces pays-là, il y a tellement de jeunes qui veulent voyager.
Et c'est ce qui se passe. Et que personne ne vienne me dire ou bien nous dire qu'il y a d'autres leaders compétents, c'est faux, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir verrouillent tout simplement, c'est ce que moi je peux dire. Eux osent même dire que l'appel du devoir transcende là. Non. C'est du mépris envers le peuple, ce n'est pas un appel du devoir, c'est un appel du confort, du pouvoir, de la peur du changement. Moi, je choisis Laurent Gbagbo parce que dans cette mer de silence et d'hypocrisie, il est encore le seul à incarner une pensée sociale. Le social que le peuple a besoin. C'est un peu ce que moi j'ai vu et comment on appelle. Et j'ai lu un peu à la lecture de sa gouvernance ou bien de ses idéaux. L'avenir, je pense qu'on ne doit plus se bâtir sur la longévité d'un homme au pouvoir, mais sur la dignité d'un peuple à se choisir librement son avenir. Comment pour une élection, bon, tout le monde a des problèmes. Et puis, ce sont les candidats qui arrangent le pouvoir en place que ça va bien. Et moi, ça me pose un problème. Ça pose un problème, au fait. Sincèrement, ça pose un problème. Et je peux dire, quand on prend Laurent Gbagbo, il est le seul des trois, par exemple, les trois qu'on parle aujourd'hui, Tidjane Thiam, le président Alassane Ouattara, il est le seul à incarner une vision politique clairement tournée de gauche, tournée vers le social, la justice sociale, la redistribution équitable des richesses, qu'il défend depuis toujours, hein, les couches populaires, les paysans, les jeunes précaires, les travailleurs, on l'a vu. C'est quelqu'un qui aime partager avec tout le monde le pouvoir même qu'il a. Il n'y a pas de l'opacité. Mais quand on prend M. Tidjane Thiam, il incarne une technocrate libérale, c'est vrai, orientée surtout encore vers les élites économiques et les grandes institutions financières. Donc, on se dit, mais c'est du déjà vu. Il est compétent, oui, mais peu connecté aux réalités sociales. Quelqu'un qui vient d'arriver, revenir en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il a fait ses preuves, mais aujourd'hui, on sait qu'il est de retour et il a été déconnecté. Quand j'en viens au président Alassane Ouattara, avec plus d'une décennie de gouvernance, a consolidé une économie orientée vers la croissance. Mais les réalités restent inégalement réparties. La classe moyenne ou bien la classe qui est en bas stagne. Les inégalités s'aggravent. On est content, on voit le bling-bling, on dit qu'on se développe, mais on a des difficultés au niveau de chaque foyer, de chaque communauté. Le président Gbagbo est profondément, il a un rapport au peuple et une légitimité historique, profondément enraciné dans l'histoire politique ivoirienne. Il a connu la prison, il a connu l'exil, l'arrêt. Et est toujours resté fidèle à ses engagements. Il incarne une forme de résistance nationale même. Aujourd'hui, on peut le dire, il a une légitimité populaire incontestable. C'est vrai, si le président Ouattara, s'il a une base solide politique, c'est désormais associé à de l'usure du pouvoir, tout simplement, à des tensions sociales persistantes malgré les efforts d'infrastructure, de construction que nous voyons de loin. Je voudrais dire, le président Gbagbo, durant son mandat, a lancé des politiques de réintégration des ex-combattants, par exemple, des anciens combattants. Des réformes éducatives. Il a toujours maintenu le dialogue politique malgré les crises. Le dialogue politique, véritablement. Il faut qu'on soit honnête. Parce que quand même, quand ça va dormir, on sait qu'on ne se ment pas. On sait qu'on ne ment pas à Dieu. On ne va pas tenir des débats pour les tenir, non. Quelqu'un qui a vraiment maintenu le dialogue politique malgré les crises. Le président Ouattara a construit des routes, développé le numérique, renforcé l'économie, mais la fracture sociale reste importante et évidente. Le chômage est là. Après 15 ans, qu'est-ce qu'on veut nous apporter de plus, de nouveau? Les tensions ethniques sont là. La pauvreté est urbaine. Moi, je vais finir sur ceci. Pourquoi moi, je pense qu'il faut choisir Gbagbo. Parce qu'il reste le seul à défendre une vision profondément sociale et nationale. Même si cela n'est pas totalement orienté panafricaniste, comme tout le monde le souhaite aujourd'hui, il est quand même tourné vers les besoins du peuple et non vers les intérêts économiques internationaux.
Il a payé le prix fort pour ses idées, mais reste debout avec une ligne claire, la souveraineté du pays, l'inclusion sociale. Et c'est ça qui manque à l'Afrique aujourd'hui, l'inclusion sociale et le travail ce qui est abattu pour les générations futures. Parce que quand on voit les Occidentaux, c'est comme ça, c'est la génération future. Quelles sont les politiques du gouvernement qui sont mises en place pour la génération du futur? La priorité aux plus faibles. Moi, je pense qu'en 7 ans de fracture sociale, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un gestionnaire de fortune, d'un président extraordinaire. C'est plutôt quelqu'un de conviction. Donc, chers membres du panel, merci beaucoup. Moi, je